Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui donc sur ce webinaire pour présenter l'appel à projet du grand défi sur les dispositifs médicaux numériques au service des personnes âgées et du bien vieillir. Dans le cadre de ce webinaire, on va faire un focus sur 7 parties qui vont vous être détaillées. D'abord une présentation du grand défi dans le cadre du plan dispositifs médicaux France 2030, les objectifs de l'appel à projet, on ira dans plus de détails sur les critères d'éligibilité, de sélection, les modalités de financement, avec un focus aussi sur les modalités administratives et les modalités de candidature. Et on réservera une séquence de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc pour assurer ce webinaire, je suis ravie d'accueillir avec moi le professeur Bertrand Fougère, qui est copilote du grand défi sur les dispositifs médicaux numériques au service du bien vieillir, qui est professeur de gériatrie à la faculté de médecine du CHU de Tours. Et tous les deux, nous travaillons là aussi à la délégation au numérique en santé. Moi, je suis directrice des grands défis sur la santé mentale et le bien vieillir, responsable des sujets d'intelligence artificielle à la DNS, au ministère de la Santé. Et pour assurer ce webinaire, on aura également avec nous, et je les en remercie, donc des représentants de la Banque des Territoires, Barbara Cuifino-Valero, Solène Lavert et Carmen Nicolas, qui vont nous accompagner sur toutes les étapes. Sur la slide suivante, donc pour présenter ce grand défi, juste pour vous rappeler globalement l'objectif de ce grand défi, c'est de faire émerger et d'assurer un cadre propice à l'accès à ce qu'on appelle des dispositifs médicaux numériques innovants ou de futurs dispositifs médicaux numériques qui vont répondre aux besoins à la fois des patients et des professionnels à toutes les étapes de la prise en charge. Voilà, c'est à la fois pour prendre en charge de façon plus précoce et prévenir la perte d'autonomie. Voilà, quelques chiffres appelés à l'écran sur le fait qu'en 2015, on dénombrait 2,5 millions de personnes en perte d'autonomie et les estimations pour 2050 font presque doubler ce chiffre de personnes en perte d'autonomie en 35 ans. Donc pour constituer ce grand défi, on a interrogé plus de 153 parties prenantes sur le numérique et le bien vieillir. On a pu constituer un comité d'experts de ce grand défi qui a établi d'abord un état des lieux et un plan d'action que Bertrand va vous présenter dans les slides suivantes. Pour pouvoir justement établir ce plan d'action, on a cartographié l'ensemble des acteurs sur le numérique et le bien vieillir en France, en 6 grandes catégories, aussi bien des utilisateurs de ces solutions, donc les usagers, les patients, les proches aidants, les professionnels du vieillissement, les structures sanitaires et médico-sociales, mais aussi toutes les instances, les financeurs, les institutions, les financeurs du grand âge, les collectivités qui sont impliquées dans toutes les étapes du bien vieillir, bien sûr les fournisseurs de solutions numériques, parmi lesquels nombre d'entre vous font partie, les acteurs de la silver economy et les académiques, ce qui nous a permis d'avoir un panel représentatif des acteurs qui interviennent sur toute la chaîne de valeur du développement à l'évaluation et la validation de ces outils. Et donc sur la slide suivante, je laisse Bertrand vous présenter justement les axes de cet appel à projet, en tout cas les axes du grand défi, ainsi que où s'inscrit cet appel à projet dans ces axes. Merci beaucoup Lynn, merci beaucoup à tous de vous être connectés en nombre. On est très content en tout cas de voir que ça fait effet et qu'on va avoir potentiellement plein de réponses à cet appel à projet. Au terme justement de l'ensemble des entretiens qu'on a pu mener, il y a 4 domaines qui ont été identifiés. Un domaine sur la prévention, un domaine sur le repérage, sur l'autonomie, territoire et coordination. Ces 4 domaines qui ne sont pas forcément séparés entre eux, hein. Et bien sûr, l'idée, c'est d'aussi avoir des axes prévention et territoire, repérage et autonomie, notamment, mais donc ils sont pas du tout séparés entre eux. Et ça nous a permis ensuite d'identifier 4 axes de travail. Alors, vous êtes connectés aussi aujourd'hui pour l'appel à projet, qui fait partie d'un des sous-axes de travail, mais je vais quand même vous présenter les 4 axes en entier qui font l'ensemble du grand défi dispositifs médicaux numériques et bien vieillir. Alors, le premier axe, slide suivante. Le premier axe, c'est là on est sur donc c'est l'axe 2. Donc c'est l'axe numéro 2. Donc c'est sur l'évaluation justement des technologies numériques dédiées au bien vieillir avec
plusieurs sous-types d'actions, dont l'action 2.2 qui correspond justement à la génération d'épreuves et donc à cet appel à projet dispositifs médico-numériques et bien vieillir. Mais ce ne sera pas que ça dans cet axe, puisqu'il y a aussi toute une partie notamment sur la rédaction de guides méthodologiques et d'évaluation pour justement évaluer correctement ces dispositifs numériques et bien vieillir. Slide suivante. Alors, bah non, je vais revenir sur la slide parce que je pensais qu'il y avait les autres. Je vais revenir sur encore avant. Voilà. Le premier axe de travail de cet appel à projet, de ce grand défi, c'est l'axe innovation et recherche, puisque l'idée, c'était aussi dans ce premier axe de recenser les besoins des usagers, de pouvoir cartographier les technologies de santé numérique qui existent aussi sur les territoires et de référencer aussi les structures et les acteurs clés pour les dispositifs numériques et bien vieillir, et aussi accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans leur maturité à l'innovation numérique. L'axe 2, donc j'en ai parlé sur les évaluations. Ensuite, il y avait un axe 3 qui est assez important aussi quand on a fait les entretiens et qui nous avait été remonté un certain nombre de fois. C'est sur justement la prise en charge et le financement. Comment on accompagne les porteurs de projets dans le numérique au service du bien vieillir, comment on arrive à les accompagner en termes de cartographie, de parcours de financement, comment on modélise les impacts médico-économiques de la prévention utilisant les dispositifs numériques, et comment on améliore l'accès à l'offre de prise en charge. Donc ça, pour le coup, ça nous avait été pas mal remonté sur le fait que comment justement aussi avec la plateforme Genius, on pouvait améliorer aussi justement ces circuits de financement. Et puis le quatrième axe justement de ce dispositif médical, de ce grand défi, c'est l'axe formation, puisqu'en fait, évidemment, c'est de se dire que n'importe quelle solution, elle peut avoir généré de la preuve, elle peut avoir un circuit de financement bien identifié, parce qu'au final, elle n'est pas utilisée par les usagers finaux qui peuvent être les patients, les aidants, les professionnels du vieillissement. À ce moment-là, c'est une solution qui n'est pas utile. Donc, comment on va travailler justement avec les acteurs pour définir la mise en œuvre d'actions concrètes de sensibilisation pour les usagers, pour les bénéficiaires, pour les aidants, et rédiger un référentiel de compétences, des parcours de formation pour créer aussi des outils de formation continue pour les professionnels. Donc, vraiment un grand défi de dispositifs médicaux numériques et bien vieillir qui va justement sur l'ensemble de ces 4 axes. Et donc là, on fait vraiment le focus sur l'axe 2, l'axe évaluation, sur l'appel à projet dispositif numérique et bien vieillir. Là, on peut revenir sur les après. Voilà, encore après. Là, pour le coup, je relaisse la parole. Merci beaucoup Bertrand. Et donc concernant cet appel à projet, on a un double objectif qui se traduit en fait en 2 stades qui sont accompagnés pour les projets. Le premier stade, c'est celui sur les programmes d'innovation. Donc là, l'objectif, c'est de vous accompagner, d'accompagner à la fois les porteurs et les consortiums pour co-développer et démontrer finalement la performance et la sécurité des futurs dispositifs médicaux numériques au service des personnes âgées et du bien vieillir. Donc, votre outil ou solution numérique n'a pas besoin d'être déjà marqué CE. On vous accompagne sur ces premières phases. Là, les niveaux de maturité technologique attendus sont plutôt sur des TRL du niveau 6, c'est-à-dire qu'il faut avoir une preuve de concept de l'intérêt de la solution qui peut être dans une autre indication, mais pour lesquelles vous pourriez la mettre au service des personnes âgées du bien vieillir. Sur le deuxième objectif, ça répond au stade donc 2 qu'on a qualifié de démonstrateur grandeur nature. Donc là, c'est de démontrer l'intérêt en conditions réelles d'utilisation pour implémenter ce dispositif médical numérique innovant dans la pratique courante de l'utilisateur final, qui peut être aussi bien un citoyen, hein, si on est dans le champ de la prévention, mais aussi des patients, des professionnels et des aidants, aussi bien proches aidants que professionnels aidants. Donc là, on attend des niveaux de maturité technologique plus avancés pour lesquels le test va permettre de faire des tests d'adoption de la technologie, d'acceptabilité, d'usage, d'évaluation en vie réelle, d'analyse d'impact budgétaire pour que la solution puisse arriver entre les mains des utilisateurs et des usagers. Et je cède la parole du coup à la Banque des Territoires pour la suite de la présentation. Merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations très claires. Donc, je vais d'abord vous présenter les critères d'éligibilité d'un candidat. Donc, ces critères d'éligibilité, ils s'adressent soit à une structure seule qui voudrait candidater seule, soit au chef de file du consortium qui sera constitué.
Ces consortiums, ils peuvent être donc créés, composés de plusieurs types de structures, donc des entreprises, des laboratoires d'analyse, des sociétés qui font de l'évaluation, des universités. Enfin, vraiment, le champ est très large et précisé dans le cahier des charges. Pour le candidat seul ou chef de file, les critères d'éligibilité à respecter sont donc les suivants. Il doit être une société immatriculée en France au registre du commerce et des sociétés et considérée comme une PME au sens communautaire du terme. Ces critères sont à être respectés donc, à la date du dépôt du dossier et à la date de signature de la convention de financement. Il doit aussi ne pas être porté par une entreprise qui serait qualifiée comme en difficulté selon le droit européen. Il doit être porté par une société, bien sûr, à jour de ses obligations fiscales et sociales. Et le consortium doit à minima impliquer une entreprise qui développe le dispositif médical numérique ou le futur dispositif médical numérique. Cette notion, je vais la définir tout de suite. Slide suivante, s'il te plaît, Solène. Est entendu par dispositif médical numérique, un dispositif médical dont la composante numérique représente la part prépondérante de l'actif ou de la proposition de valeur. Pour cette définition, on se base au sens des règlements européens 2017-745 et 2017-746. Par ailleurs, donc, ce qu'on attend comme type de projet dans le cadre de cet appel à projet sont des projets qui présenteront les technologies suivantes. Donc, ce sont des technologies de santé qui peuvent embarquer de l'intelligence artificielle, des objets connectés, de la réalité virtuelle, des dispositifs de télésanté ou d'autres types de technologies innovantes. Et ils peuvent intervenir à toute étape du parcours et de la prise en charge des personnes âgées. Donc, on présentera dans la slide qui suit, c'est vraiment extrêmement large. Ça va du repérage, de la prévention à la prise en charge de la dépendance, au suivi du parcours de soins, etc. Et ce qui est très important, c'est que ces projets doivent d'une part avoir réalisé leur preuve de concept. Donc, c'est une preuve de concept qui est soit sur une application à la personne âgée, ou bien c'est une preuve de concept sur une technologie qui pourrait être déployée du coup en faveur du bien vieillir. Et par ailleurs, il faudra avoir identifié et sécurisé un terrain d'expérimentation pour s'assurer que les utilisateurs et futurs bénéficiaires soient bien pris en compte et considérés dès les phases précoces du développement du dispositif médical numérique. Donc, on attire votre attention sur le fait que la lettre d'engagement de la structure qui vous offrira le terrain d'expérimentation est une des pièces à fournir dans le dossier de candidature. Slide suivante, s'il te plaît, Soleil. Donc maintenant, on va parler des critères de sélection des projets. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de cet projet, on attend de cet appel à projet, pardon, on attend des projets qui pourront couvrir une grande diversité de thématiques en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de la santé des personnes âgées, mais aussi de l'amélioration des conditions de vie et de travail des aidants et des soignants qui sont en lien avec ces personnes-là. Donc, les thématiques, elles sont très larges, elles peuvent couvrir à la fois la prévention, la prise en charge et l'accompagnement de la perte d'autonomie. Elles peuvent déployer une approche domiciliaire des parcours de soins et de vie. Elles peuvent avoir pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de leurs aidants ou la qualité de vie au travail des professionnels qui les accompagnent. Et elles peuvent aussi proposer des outils de monitoring, de suivi, de coordination des parcours de soins et de vie des personnes âgées. Concernant donc les critères qui permettront de sélectionner les dossiers, on s'attachera donc à cinq grandes catégories de critères. Le premier, c'est donc l'impact de la solution, qui soit médical et ou économique. Donc, ça inclut bien sûr une description très claire du projet de dispositif médical numérique, du problème médical qui est adressé, de la pertinence de la méthodologie d'évaluation, etc. On regardera aussi le degré d'innovation de la solution, donc son degré de rupture, son positionnement sur le marché et l'analyse du besoin médical qui serait soit non couvert, soit insuffisamment couvert pour faire face aux besoins. On s'attachera également à la maturité du porteur de projet, donc c'est bien sûr la qualité et l'expertise de l'équipe, la façon dont la gouvernance est organisée autour du consortium, le cas échéant. Enfin, voilà, vraiment s'attacher à ce que le porteur de projet puisse développer la solution. On aura une attention particulière aussi aux aspects d'interopérabilité, d'éthique et de sécurité. Et enfin, on vous demandera de présenter un plan de financement de la solution qui soit clair, qui soit réaliste dans le budget et dans la possibilité de développement de la solution. Slide suivante, s'il te plaît, Solène.
Donc, les modalités de financement maintenant, donc la façon dont la subvention sera versée. Donc déjà, vous savez que l'enveloppe totale de l'appel à projet est de 8 millions d'euros. La subvention maximale pour un seul lauréat est d'1 million d'euros. Donc, elle sera versée en subvention et éventuellement en avance remboursable. Ça, ce sera à déterminer au cas par cas entre le porteur de projet et l'opérateur, donc la Banque des Territoires. Et on ira jusqu'à financer au maximum 50% du coût total du programme. Donc, vous savez, à minima, un cofinancement de 50% à présenter. Concernant les dépenses éligibles de l'appel à projet, donc, elle couvre des frais de personnel, donc avec un seuil maximal de 50% pour les titulaires, des coûts de prestations externes liés au développement des dispositifs médicaux numériques, des coûts d'amortissement du matériel et des instruments, des dépenses d'études et d'analyse d'impact sous-traitées à des prestataires extérieurs, des frais généraux, des frais de communication directs ou sous-traités et des frais de conseil juridique qui seraient liés à la mise en place du projet. Je laisse la parole à Solène sur la suite. Merci Carmen. Quelques informations sur les modalités administratives après l'annonce des lauréats. Donc, concernant le conventionnement, le candidat est entendu par candidat la structure seule qui candidate ou le chef de file dans le cadre d'un consortium et le contact unique de l'opérateur. Charge à lui ensuite de diffuser largement les communications adressées par la Banque des Territoires dans sa structure. La subvention est soumise au retour d'analyse des d'État et à la vérification des diligences LCBFT. Et sur ce volet, vous serez accompagné par les juristes de la Banque des Territoires, pardon. Une seule convention sera réalisée par candidat et enfin le candidat répartit la subvention entre les membres du consortium le cas échéant. Cela implique une nécessité d'établir un accord de partenariat entre les membres. Il s'agit en fait d'un document contractuel qui régit les relations partenariales et nous vous adresserons un document, une notice en fait d'aide à la rédaction de ce document ultérieurement. Concernant le suivi du projet, donc tout au long de la durée du conventionnement, le porteur de projet s'engage à organiser une réunion de reporting, donc à son initiative, dont l'objectif est de présenter une revue des indicateurs France 2030, l'avancement du projet, son évaluation clinique et son exécution budgétaire. Concernant le calendrier prévisionnel de l'instruction, cette slide, surtout l'objectif était de vous montrer, et de vous donner en fait une vision macro sur les grandes étapes de l'appel à projet à partir du moment où vous avez déposé votre dossier de candidature. Et je le rappelle, vous pouvez déposer votre dossier jusqu'au 7 octobre 2025, qui est la clôture de l'AAP. Et évidemment, vous serez tenu informé à chaque étape par mail ou par téléphone, par Carmen et moi-même. Et on sera à disposition pour toute question. Concernant les modalités de candidature, donc pour candidater, c'est très simple. Le cahier des charges est en ligne sur la plateforme Démarche Simplifiée. Donc, il suffit de créer un compte avec votre adresse mail sur Démarche Simplifiée et de vous identifier avec votre numéro de série, enfin le numéro de série de votre établissement pour pouvoir accéder en fait au dossier déjà pour pouvoir candidater, pouvoir accéder au cahier des charges et au dossier de candidature. Les différentes pièces du dossier de candidature à renseigner, vous les voyez sur cette slide. Le document 1A est la description du projet au format Word, donc qui fait à peu près 10 pages. Donc c'est là que vous allez vraiment plus détailler votre projet. Le cadre de réponse, il s'agit d'une annexe au format Excel où c'est plus des informations administratives et on vous invite vraiment à respecter le format et compléter assidûment toutes les cellules puisqu'on en a besoin ensuite pour les phases d'instruction. Vous avez ensuite l'annexe financière du projet. Et enfin, le PowerPoint de présentation du projet, donc là qui est en version un peu plus synthétique. Vous aurez également les annexes administratives et enfin les indicateurs France 2030.
Et on attire encore une fois votre attention sur le fait de bien rendre toutes les pièces justificatives, puisque tout dossier incomplet sera jugé irrecevable et ne sera donc pas instruit. Concernant les indicateurs France 2030, donc c'est sous format de grille, ces indicateurs grille Excel dont l'objectif est de suivre et de mesurer l'impact des dispositifs France 2030. L'idée, c'est de remonter des faits bruts qui permet d'avoir une vision sur l'ensemble du plan France 2030. Une fois produites, en fait, ces données remontées reviennent au SGPI et elles permettront notamment d'alimenter la communication France 2030, d'alimenter les évaluations, les rapports de la Cour des comptes et à terme, adapter la politique publique aux besoins du futur. Donc, nous attendons évidemment cette grille dès le dossier de candidature, donc complété. Pour vous aider à compléter donc cette grille, vous avez à votre disposition également sur démarche simplifiée le dictionnaire des indicateurs. Et on reste évidemment disponible par mail si besoin. 3 dates un peu clés de remontée de ces indicateurs. Une première au stade de la candidature, une mise à jour de la grille une fois par an et enfin une prise de contact potentielle jusqu'à 8 ans après le financement du projet. On a conscience, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà ouvert le fichier, on a conscience que voilà, c'est un fichier assez lourd. L'idée, c'est vraiment d'adopter la stratégie du best effort, d'être le plus précis et diligent possible et anticiper le développement du projet en conséquence. Les indicateurs ne seront pas toujours adaptés à cet appel à projet, puisque comme je le disais, les indicateurs sont communs à l'ensemble du plan. Mais voilà, c'est une pièce qui est demandée par l'État et dont on a l'obligation de remonter les informations. Pour toute information complémentaire et les réponses à vos questions, actuellement sur Démarche simplifiée, il n'existe pas de FAQ. Toutefois, vous avez la possibilité, après la création de votre espace personnel, de poser des questions via l'adresse générique que nous vous avons mis ci-dessous. Vous pouvez également passer directement par mail, c'est possible. Et on s'organisera avec Carmen pour consolider l'ensemble des questions et des réponses apportées pour pouvoir télécharger le document sur démarche simplifiée et voilà, de vous faire une FAQ personnalisée. Si jamais vous avez aussi voilà, besoin d'autres informations et d'accès aux informations concernant la l'AAP, vous pouvez également vous diriger vers le site de la Banque des Territoires qui reprend tous les liens ressources et les informations utiles. Merci pour votre attention et je vous laisse la parole si vous avez des questions à ce sujet et je vais peut-être arrêter le partage pour vous retrouver. Hop. Très bien. Donc je ne sais pas, est-ce que... Il y a déjà des questions en ligne, Solène, aussi. Alors, oui, effectivement. Mais déjà, peut-être la question à l'oral, je vous laisse la poser. Je reviendrai sur les questions dans le chat. Bonjour, je m'appelle James Nicolaï. Nous sommes basés à Nice. Nodeus Solutions. On travaille avec notamment le territoire des Alpes-Maritimes, un dispositif de détection précoce des fragilités avec de l'apprentissage des habitudes de vie, de l'IA et des capteurs non portés, non intrusifs. Et donc, on a l'idée de suivre la démarche que le système devienne un dispositif médical, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, peut-on quand même candidater à notre stade d'avancement ou pas? Merci.
Alors, si je peux prendre la réponse, si ça te va, Solène. Oui. Donc, la réponse est oui, ça a été posé d'ailleurs dans la conversation comme question. Le fait d'être un dispositif médical numérique n'est pas un prérequis pour candidater à l'appel à projet, mais plutôt c'est la finalité médicale qui va être revendiquée, qui fait que vous vous inscrivez dans un parcours pour devenir dispositif médical numérique, d'où le terme de futur dispositif médical numérique, qui rend éligible à l'appel à projet. Tout l'intérêt, c'est de pouvoir accompagner justement ces phases pré-marquage CE également. Donc la réponse est oui, vous pouvez candidater sans être un dispositif médical numérique, mais si vous souhaitez justement passer les différentes étapes pour le devenir. Merci. Bonjour, Carole Zifagara, Société Télégraphique. De notre côté, nous opérons des solutions connectées pour le virage domiciliaire basées sur des capteurs communicants qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, des dispositifs médicaux de classe 2A numérique et nous-mêmes assurant le rôle de hub au-dessus et d'interopérabilité. Donc, est-ce qu'on est bien éligible dans une architecture comme celle-là au volet 2 de l'appel à projet? Et pour l'appel à projet, nous sommes en train de travailler notre consortium. On souhaite impliquer plusieurs groupes médico-sociaux, également des évaluateurs, également peut-être associations de patients et potentiellement ARS collectivités. Voilà, il ne faut pas aussi, j'imagine, être trop diversifié si on veut assurer la bonne tenue du projet. Je voulais avoir un peu vos avis sur le nombre de groupes médico-sociaux un peu idéal et à impliquer sur un projet comme cela. Et aussi, est-ce que ça fait sens d'impliquer des ARS ou des gradis santé ou pas du tout? Voilà, c'est avoir un peu ce type d'orientation-là. Sur le nombre, on avait spécifié, il me semble, un nombre, je crois, Solène, dans le cadre du cahier des charges, un nombre maximal de partenaires. Donc, je ne sais plus exactement ce qu'on avait mis. Il me semble que c'était... On n'a pas spécifié un nombre, mais on a spécifié que ce soit un nombre équilibré. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez fonctionner avec un nombre de partenaires dont la gouvernance ne soit pas trop lourde. C'est-à-dire que c'est à vous d'évaluer à quel nombre d'acteurs vous pouvez mettre en place un projet sans être trop ralenti dans sa mise en œuvre par nous. Et sur le fait d'impliquer une ARS, un gradis santé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas forcément opportun? Après, il y a plusieurs statuts. Vous avez à la fois, je crois, des possibilités d'avoir des statuts de prestataire ou de partenaire. En tant que partenaire, c'est vrai que ça peut faire du sens, justement, pour l'intégration dans les parcours de soins. Ça va dépendre du montage du projet. Je pense que c'est aussi à évaluer au cas par cas. Et sur l'architecture où nous-mêmes serions donc chefs de file, mais non dispositif médical, mais travaillant en interaction avec des objets connectés qui sont des dispositifs médicaux, est-ce que ça répond bien au cahier des charges de l'appel à projet? Alors là, du coup, la question est dans un cadre où vous ne développez pas de dispositif médical numérique, mais vous travaillez avec des solutions ou des développeurs de dispositifs médicaux numériques, c'est ça? Les capteurs sont des dispositifs médicaux numériques D'accord. avec une forte part de numérique et nous, on en rajoute une très grosse part de numérique par-dessus avec de l'IA, de l'intelligence, du prédictif, tout le volet interopérabilité, opération des D'accord. solutions connectées Alors, pour le maintien à domicile. je sais pas, j'ai entendu le terme de prédictif et d'intelligence artificielle, a priori avec des capteurs. Donc en termes de finalité, ça peut basculer dans la finalité médicale, parce que la prédiction rentre dans le champ de la définition du dispositif médical sur la finalité de prédiction. Et Oui, on auquel est dans cette cas, roadmap. Oui, oui. effectivement, là, c'est éligible en tant que futur dispositif médical si vous souhaitez faire de la prédiction à terme. Mais il faut que vous développiez ces solutions, vous souhaitiez aller vers cela, effectivement. Ok, merci. Je me fais le porte-parole des questions dans le chat. Donc, on a une question. Bonjour, quelles sont les attentes vis-à-vis de la preuve de concept? Quel indicateur, quelle méthode d'évaluation? Alors, je peux prendre peut-être sur cette question-là, juste à avoir en tête qu'on demande justement cette preuve de concept dans le cas où voilà, vous êtes en capacité de nous démontrer la faisabilité technique ou scientifique de la future solution
dispositif médical numérique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des résultats plutôt techniques de la solution, des premiers retours d'usage en conditions plutôt d'expérimentation de votre technologie. Donc là, la méthode d'évaluation, ça va sur votre preuve de concept, ça va dépendre de ce que vous êtes en capacité de fournir, mais a priori, si vous avez déjà une solution, par exemple, qui va être disponible dans une indication de prévention cardiovasculaire, où c'était mettre à disposition pour la prévention de perte d'autonomie, l'indication déjà développée, enfin en tout cas la solution développée dans l'autre indication, ça nous suffit comme preuve de concept si vous fournissez en fait voilà, les éléments d'étude démontrant cela dans l'autre indication. Sinon, ça peut être juste une preuve de concept dans l'indication donnée avec une POC réalisée de façon très circonscrite et pas en conditions réelles d'usage. Pour les méthodes d'évaluation, là, c'est voilà, on est assez pour l'instant ouvert sur ces méthodes d'évaluation pour la preuve de concept. On n'est pas sur de l'évaluation de type démonstration d'intérêt en vie réelle, loin de là. Merci Lynn. La prochaine question, est-ce que ces dispositifs médicaux numériques peuvent concerner la santé mentale? Alors, c'est-à-dire que ces dispositifs médicaux numériques peuvent concerner la santé mentale des personnes âgées, par exemple, ou des aidants des personnes âgées, mais sinon on a un appel à projet dédié sur le grand défi, qui est en parallèle de ce grand défi, sur l'appel à projet qui concerne les dispositifs médicaux numériques au service de la santé mentale, si jamais ça concerne d'autres types donc d'indications qui ne concernent pas la